Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous présenter mon programme de conférence pour ce premier semestre 2025 avec une série de sujets que j'ai choisis afin d'être en étroite connexion avec les expositions prévues durant cette période. Des expositions très prometteuses, vous allez le voir. On commence avec Pour contre le pop art, c'est le titre que j'ai choisi pour la première séance du mercredi 15 janvier qui fera écho à l'exposition organisée et déjà ouverte à la Fondation Louis Vuitton. Donc on parlera du pop art avec le pop art anglais, dont vous avez un exemple à gauche, mais surtout aussi bien sûr le pop art américain. Tout le monde connaît l'effigie de Marilyn Monroe par Warhol, ou pourquoi pas ses boîtes de soupe. Mais j'essaierai de vous montrer à la fois des œuvres connues et méconnues du pop art, et puis bien sûr de faire un clin d'œil à l'exposition que donc la Fondation Vuitton consacre à Wesselmann, dont je vous montre ici un des grands nus américains qui ont fait sa célébrité. Le deuxième rendez-vous, c'est le vendredi 7 février à 12h15 avec un thème transversal qui nous permettra de refaire plusieurs siècles de l'histoire de la peinture occidentale, de Rembrandt à Matisse, et un thème donc consacré au tableau dans le tableau, ce qui permettra d'évoquer là aussi des œuvres ô combien célèbres. Je pense entre autres à l'Atelier rouge de Matisse que vous voyez à droite, en partie, puisque le tableau est un peu plus grand. Là, je vous montre juste le détail de gauche. Et puis Rembrandt, bien sûr, à travers un de ses autoportraits de jeunesse à gauche. Mais on passera inévitablement par les Ménines de Velázquez, parce que il n'y a pas mieux comme exemple de tableau dans le tableau. En tout cas, il n'y a pas plus célèbre sans doute. Et puis Gauguin aussi sera présent. Énormément d'artistes finalement ont succombé à cette tentation, à des fins diverses et variées, hein, de mettre, d'incruster comme ça une toile dans la toile, ce qu'on appelle parfois la mise en abîme. Ingres, par exemple, qui vous montre ici l'atelier de Raphaël avec la Fornarina. Et puis Magritte, alors qui a eu ce côté assez génial de renouveler la thématique avec un jeu d'illusion très particulier. Troisième sujet, c'est le vendredi 14 mars. Là, nous basculerons dans l'univers de l'école de Paris, de Modigliani à Chagall. Mais je vous parlerai de tous ces artistes qui ont forgé finalement ce mythe, mais qui a été aussi une réalité, à savoir une communauté artistique installée à Paris, qui réunira des Japonais comme Fujita, dont vous avez un autoportrait à gauche, mais je vous montre aussi Madame Kissling, artiste qui fait partie de la grande colonie, entre guillemets, hein, des peintres notamment venus de l'Est de l'Europe, Roumanie, Pologne, Russie, et bien sûr, au centre de tout ça, il y a Modigliani. Euh, Modigliani qui mettra un petit peu le feu aux poudres de la vie artistique parisienne avec ses célèbres nus, dont je vous montre ici un des plus beaux exemples. Et puis Chagall, bien sûr, qui fait partie des artistes qui a eu des débuts pénibles hein, économiquement, mais qui réussira à s'en sortir. Le chapitre numéro 4 de cet ensemble de conférences sera consacré aux Gentileschi, deux peintres, père et fille. Voilà ce qui vous attend, sachant qu'il y a une exposition sur Artemisia Gentileschi qui est prévue au musée Jacques Marandré. L'exposition, je ne l'ai pas dit précédemment, mais l'exposition du musée Marmottan sur le trompe-l'œil, donc dialoguera avec le tableau dans le tableau. Et puis Modigliani a fait l'objet d'une exposition jusqu'au mois de mars dans sa relation amicale avec Zakin. Donc voilà aussi pourquoi j'ai choisi les deux thèmes précédents. Mais là, eh bien, ça sera vraiment un dialogue entre le père et la fille, sachant que Artemisia est devenue une artiste plus célèbre maintenant que son père quasiment. Et donc, après une exposition au musée Mayol il y a une douzaine d'années, le musée Jacques Marandré, à partir du mois de mars, de la fin mars, consacre une œuvre à Artemisia. Alors, je vous montre à gauche une œuvre du père, à droite une œuvre de la fille. Et ce qui est troublant, c'est que les deux artistes, hein, bien sûr, ont des points communs, mais que la fille a su se dégager, sans doute, de l'influence picturale de son père pour créer un style quand même bien à elle. Entre autres, dans ce tableau de droite, qui a été acheté il y a peu de temps finalement par la National Gallery de Londres et qui est sans doute un autoportrait d'Artemisia qui a souvent fait dans ses toiles des clins d'œil autobiographiques.
Et puis, on passe au mois de mai avec une exposition sur une autre peintre féminine, une artiste peut-être un peu moins connue qu'Artemisia, parce que c'est la première fois qu'elle aura une rétrospective à Paris. C'est Gabrielle Munter, la compagne de Kandinsky, dans les années du Blaureiter. Et donc, ce sera l'occasion de vous proposer une séance sur l'expressionnisme allemand qui nous mènera de Berlin à Munich, ou de Munich à Berlin. Ça va dans les deux sens, ce jeu d'échange. À droite, en l'occurrence, vous avez une toile de Kirchner, qui a été le pilier du groupe expressionniste berlinois, et à gauche, une œuvre de Macke, un détail d'une œuvre de Macke, qui a été donc, avec Munter et Kandinsky, un des personnages les plus importants de ce groupe munichois qui s'est appelé le Cavalier Bleu. Donc on fera l'histoire en se concentrant, parce que évidemment, en une seule séance, c'est compliqué de résumer tout l'expressionnisme allemand, mais on se concentrera sur la figure humaine. Entre autres parce que Gabriel Munter est une immense portraitiste. Je vous en montre ici deux très beaux exemples de ces portraits de femmes, en l'occurrence. À gauche, c'est celui de Marianne von Werefkin, autre peintre du groupe de Munich. Et puis, c'est aussi des paysages, hein, donc on ne fera pas quand même que de la figure humaine, mais je vous montrerai aussi quelques toiles comme cette vue des montagnes bavaroises, où là, on sent quand même que l'influence de Konigsky a marqué Gabriel Munter. Et puis, dernier chapitre, en connexion avec l'exposition qui est prévue au Grand Palais pour la réouverture du Grand Palais au mois de juin et qui sera consacrée à Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Bien, je vous propose, puisque ça a été la spécificité du travail de Tinguely, de faire des sculptures qui bougent, et bien un thème sur la sculpture mobile de Calder à Tinguely. Ça, c'est le vendredi 20 juin, qui donc nous permettra de conclure dans une sorte de séance joyeuse et ludique, et puis haute en couleurs, entre autres avec les mobiles de Calder, dont je vous montre ici un exemple monumental conservé à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation Mate. Et puis Tinguely, dont tout le monde connaît, en tout cas tous les Parisiens déjà passés du côté du centre Pompidou, eh bien, tout le monde connaît cette fontaine Stravinsky, avec donc une conception en couple, au propre comme au figuré, entre Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Voilà pour le programme que je vous propose, et j'espère vous retrouver le plus nombreux possible. Donc à partir du 15 janvier pour le pop art.